Bonjour à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va établir les orbitales moléculaires de la molécule de CO2, juste ici. C'est une molécule que j'ai choisie parce qu'elle me semble assez complète, mais pas non plus trop compliquée. Donc je pense que c'est un bon compromis pour établir les orbitales de cette molécule. Donc j'ai dessiné juste à gauche, on va réétablir ce diagramme. Donc du coup pour ça évidemment, il faut avoir suivi d'abord le cours sur les orbitales atomiques et moléculaires, et également sur la théorie des fragments, parce que je vais réexpliquer quelques trucs ici, mais je vais passer vite, et même si je vais essayer de, on va dire, avoir une rédaction complète et précise, je ne vais pas m'amuser à redétailler précisément qu'est-ce que sont les orbitales, comment on les construit, les approximations qu'on fait, etc. Donc il faut quand même avoir suivi le cours avant. Juste avant du coup de commencer à établir ce diagramme, je voulais juste parler de deux choses. Premièrement, dédicace à Ethan et Iliane de l'ENS, voilà. Et ensuite, je vais vous mettre en description une chaîne de mathématiques qui s'appelle du coup MathStar, qui est tenue par un de mes collègues de l'ENS. Et du coup, je vous partage sa chaîne, puisque il fait des vidéos de mathématiques, qui sont, je pense, assez similaires aux miennes dans l'idée, c'est-à-dire qu'il corrige pas mal d'exercices, ou qui présentent des résultats intéressants de mathématiques en prépa. C'est un petit peu plus axé MP, évidemment, parce que du coup, il a fait MP, quoi, donc il s'intéresse à des mathématiques qui sont un peu plus poussées que celles que moi j'ai pu réaliser durant mon parcours. Et du coup, voilà, ça me semble être une chaîne dont le contenu est intéressant et que j'ai envie de mettre en avant. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en description. N'hésitez pas à aller regarder un œil si vous voulez voir un petit peu tout ça. Ok, donc du coup, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer du coup à la construction du diagramme moléculaire. Donc du coup, pour ça, comme on voit qu'on a une molécule triatomique, déjà on voit qu'on va évidemment passer par la méthode des fragments. Donc la méthode des fragments, pour rapidement redécrire ce que c'est une méthode assez simple, on va dire, dans l'idée, puisque du coup, en fait, on sait que pour construire des orbitales d'une molécule, donc par exemple une molécule diatomique, on va considérer les deux orbitales atomiques de chacun des atomes qui composent cette molécule, on va les faire interagir, et on va obtenir des orbitales résultantes, qui seront du coup les orbitales de cette molécule. Et du coup, nous, on sait faire interagir des orbitales, on va dire 2 à 2, c'est-à-dire qu'on sait faire interagir les orbitales d'un atome avec un autre atome. Mais on ne sait pas faire interagir 3 atomes en même temps. Et du coup, la méthode des fragments, c'est une méthode en fait d'interaction successive. On va d'abord, dans le cas là où on a une molécule triatomique, faire interagir deux atomes entre eux, trouver les orbitales moléculaires du coup d'une molécule diatomique résultante. Ensuite, on va venir faire interagir cette molécule diatomique avec un atome tout court. Et du coup, de la même manière qu'on peut construire les orbitales d'une molécule à partir des orbitales de deux atomes, là du coup on va pouvoir construire les orbitales d'une molécule triatomique à partir des orbitales d'une molécule diatomique et les orbitales atomiques d'un atome. Donc c'est ce qu'on va faire là. Et du coup, pour ça, on va commencer d'abord, donc je vais effacer, on va commencer par d'abord construire du coup les orbitales du coup d'une molécule diatomique. Donc ici on a le choix, on pourrait construire soit les orbitales moléculaires de CO, puis ensuite rajouter un oxygène sur le côté, donc soit à gauche soit à droite, c'est symétrique. Soit on peut commencer par construire les orbitales de la molécule O2, et c'est plutôt ce que je vais faire moi, parce que du coup, l'O2 c'est une molécule qu'on maîtrise normalement assez bien, c'est un peu genre, on va dire, le cours de base sur les orbitales moléculaires, quoi. C'est un peu la première molécule qu'on apprend à construire. Et du coup, les orbitales sont assez faciles à faire, et ça fait que après, on a juste un carbone à interposer au milieu. Et surtout, du coup, on conserve un peu la symétrie présente de base dans la molécule du CO2, et ça me semble intéressant, du coup, de partir dans ce sens-là. Puisque je pense que c'est plus simple que de faire CO puis de rajouter une molécule d'oxygène de côté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la molécule de 2, donc comme ceci. Sauf qu'on va construire une molécule de 2 un petit peu particulière, parce qu'on va appeler ça O2 allongé. Parce que comme on se retrouve du coup justement dans du dioxyde de carbone, du coup ce qu'on voit c'est qu'en fait la distance entre les deux atomes d'oxygène elle est beaucoup plus grande que dans la molécule O2. Normalement il y a un carbone au milieu. Du coup on va construire genre O2 allongé, on va construire si vous voulez les orbitales de cette molécule là. Et du coup ça va avoir quelques conséquences qu'on va voir juste après. Donc j'ai appelé tout à l'heure, j'ai effacé, mais du coup j'avais appelé l'axe X l'axe horizontal, Y l'axe vertical et Z l'axe hors plan. Ça va pas trop nous servir quoi, parce que il faut juste poser ces bases bien. Parce que du coup, quand on construit les orbitales, ce qui est très important, c'est de bien situer où se situent les atomes par rapport aux autres. Puisque du coup, je vais vous laisser démontrer ça tout seul. Mais si vous prenez par exemple les orbitales de la molécule BH3, qui est du coup une molécule triangulaire plan, ou les orbitales de la molécule BH4, NH3 pardon. Attendez, j'ai refait. Si vous prenez les orbitales de la molécule BH3, qui est une molécule triangulaire, donc dans un seul plan, en fait vous aurez des orbitales totalement différentes de la molécule NH3, qui du coup possède un doublé non liant en plus, et du coup on aura ici une molécule qui sera pas du tout triangulaire plan, mais avec les hydrogènes en fait qui sont genre hors plan par rapport à l'atome d'azote. Du coup vous obtenez plutôt un truc genre un peu comme ça, avec hop, avec des atomes d'hydrogène qui sont clairement en contrebas par rapport à l'azote et son doublé non liant qui est un peu plus haut. Et du coup vous obtiendrez clairement des orbitales différentes, et ça c'est parce que la position des atomes par rapport aux autres sont différents.
Du coup, il faut pas oublier de considérer ça. Et bon, voilà, la molécule elle est linéaire, parce que CO2 c'est linéaire, donc on n'aura pas trop ce genre de soucis là. Mais c'est très important quand vous faites des orbitales de bien situer où va se situer les atomes par rapport aux autres, parce que du coup les interactions entre les orbitales seront différentes. Voilà, on pourrait aussi dire que la molécule d'eau linéaire c'est pas du tout la même que la molécule d'eau coudée par exemple. Voilà. Donc du coup ici on va considérer donc O2 allongé. Donc ça va pas en fait changer grand chose au niveau du diagramme donc d'interaction de O2. Donc on va représenter tac les deux niveaux d'énergie. Donc dans les deux cas on a des molécules d'oxygène qui sont du coup l'une à côté de l'autre mais éloignées. On va donc mettre d'abord les orbitales atomiques de l'oxygène. On sait que l'oxygène, comme c'est un atome très électronégatif, ses orbitales sont relativement basses en énergie. Donc atome électronégatif implique orbitales basses en énergie. Et on sait enfin que les orbitales P sont plus grandes que les orbitales S. On représente que les orbitales de valence, on a donc ici les 2P et ici la 2S. La 2S c'est un rond et les 2P du coup je vais les représenter qu'une seule fois, mais du coup c'est des orbitales qui ressemblent à ça. Avec à chaque fois un lobe sur deux qui est coloré. Du coup ici la molécule d'O2 c'est une molécule qui est connue donc je vais faire ça très vite, mais du coup comme comme l'orbital atomique S, donc 2S est très basse en énergie par rapport aux autres orbitales de P, du coup elle va pas pouvoir recouvrir avec les autres orbitales de P, puisque du coup le critère énergétique n'est pas satisfait. Donc en fait la différence d'énergie entre les orbitales de P ici et l'orbital S ici est assez grande, et en général le seuil qu'on prend c'est à peu près 12 électronvolts. Ici j'ai pas les valeurs exactes mais c'est clairement plus. Donc vous savez qu'on va avoir un diagramme décorrélé, donc je mets ces petites flèches pour indiquer qu'on a une rupture, enfin ces petites barres pour indiquer qu'on a une rupture d'échelle. Et du coup les orbitales S vont interagir entre elles, et les orbitales P vont interagir entre elles. Donc vous savez qu'on va avoir, hop, une orbitale, donc je vais le représenter plutôt comme ceci. Donc on va avoir des orbitales S liantes et des orbitales S antiliantes. Et de la même manière pour les orbitales P, on va obtenir une sigma, 2pi étoile et une sigma étoile. Avec ici du coup la pi qui va ressembler à une orbitale comme ceci, avec du coup un recouvrement liant. Les deux, donc je vais représenter qu'une seule des deux pi, mais on va avoir du coup une pi comme ça qui sera liante. Et enfin du coup ici les pi antiliantes en opposition de phase. Et enfin la sigma antiliante. Il y a quelques petits trucs à remarquer sur ce diagramme. Déjà le premier c'est que les recouvrements antiliants sont toujours plus grands que les recouvrements, c'est-à-dire plutôt la déstabilisation de l'orbitale antiliante est toujours plus importante que la stabilisation de l'orbitale liante. Ça peut se justifier par le calcul, sinon c'est assez physique. Je vais peut-être pas forcément détailler beaucoup ici, mais juste dites-vous que si la déstabilisation antiliante était moins importante que la stabilisation liante, alors tout interagirait tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce que ça veut dire que du coup, peu importe l'interaction que j'ai, donc que j'ai une interaction à 1, 2, 3 ou 4 électrons, dans tous les cas, mettre 4 électrons dans mes orbitales moléculaires résultantes, liantes et antiliantes respectivement, serait stabilisant par rapport à mettre 2 orbitales dans, deux électrons dans mon orbital atomique de base et 2 électrons dans mon autre orbital atomique de base. Et du coup, ça veut dire que toute interaction sera toujours favorisée. Et si toute interaction était toujours favorisée, clairement, on n'aurait pas la réalité comme elle existe actuellement. Parce que de facto, là, j'interagis pas avec l'ardos, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que du coup, on va avoir des stabilisations et des stabilisations, d'autant plus importantes que le recouvrement est important. Et en fait, ici, du coup, ça se voit pas forcément, mais en fait, le recouvrement est très faible, et du coup, le niveau de ces deux orbitales-là, liantes et antiliantes, sont quasiment identiques, et du coup, sont très proches du niveau de l'orbital atomique 2s de l'oxygène de base, parce que du coup, on n'oublie pas qu'on n'a pas O2, mais O2 allongé, et du coup, le fait qu'on ait O2 allongé, ça fait qu'en fait, le recouvrement est vraiment très faible, parce que par défaut, par définition, quoi, nos deux atomes sont très loin. Donc ici, je ne l'ai pas forcément présenté comme il faut, mais en fait, ces deux niveaux d'énergie sont vraiment très proches de ce niveau d'énergie-là. Et du coup, de même, ici, l'orbitale donc sigma liante est en fait un niveau d'énergie très proche des pi, qui ont elles-mêmes un niveau d'énergie très proche des 2p de base. Et enfin, dernier truc, on a bien le fait qu'on ait du coup les orbitales sigma qui soient respectivement plus hautes et plus basses, plutôt l'inverse, plus basses et plus hautes que les orbitales pi, puisque du coup les recouvrements sigma sont toujours plus importants que les recouvrements pi, en tout cas dans les orbitales moléculaires résultantes d'une interaction de deux atomes. Ce sera toujours le cas. Du coup, on obtient bien ce diagramme qui est vraiment un diagramme de base. Je pense que la plupart des gens le connaissaient déjà. Et du coup, je ne m'attarde pas plus que ça non plus. Parce qu'on va désormais passer au truc un peu plus fun, c'est-à-dire d'intercaler désormais, par la méthode des fragments, les orbitales du carbone au milieu de ces deux orbitales-là. Enfin, plutôt au milieu des deux oxygènes. Donc en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a les orbitales de O2, que je vais redessiner juste à gauche, O2 allongé, du coup, on va faire réagir ça avec les orbitales du carbone, donc orbitales atomiques du carbone. Et du coup, on va venir intercaler, donc c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la position des atomes, on va venir intercaler bel et bien les orbitales du carbone entre les orbitales de l'oxygène. C'est-à-dire que, je reprends un petit exemple, mais on avait vu par exemple qu'on avait une orbitale pi pour l'oxygène, qui était comme ceci.
et bien mon orbitale du carbone va se mettre au milieu. Elle se mettra pas à gauche, pas à droite, pas au-dessus, elle sera vraiment au milieu, et du coup elle sera dans l'axe, donc ici sur X, elle sera également alignée sur Y, elle sera alignée sur Z, quoi. Donc elle est vraiment dans le même plan, et vraiment à équidistance des deux orbitales de l'oxygène. Ce positionnement du coup est très important, parce que sinon on obtient en fait des orbitales qui sont complètement différentes, si on avait un positionnement différent. Par exemple, si on avait un carbone légèrement au-dessus, on obtiendrait des orbitales clairement différentes. Et du coup, je sais pas si on avait cette molécule là par exemple, genre un truc un peu coudé. Là on aurait clairement des orbitales différentes que ce qu'on va obtenir là. Bon, c'est pas coudé, c'est linéaire. Hop. Donc du coup ici on va avoir O2 allongé, comme ceci, avec l'énergie en électronvolts. Donc on a vu qu'on avait, si on récapitulait, deux orbitales qui étaient très basses en énergie. Donc je ne vais pas représenter, mais on a vu qu'elles étaient respectivement du coup liantes et antiliantes. Une rupture d'échelle. Et ensuite on avait une sigma liante, deux pi liantes, deux pi antiliantes et une sigma antiliante. Je vais la représenter à côté pour plus de clarté. Encore une fois, je représente que une pi parce que du coup on va pas avoir de... Enfin je veux dire, vous allez voir que les deux pi vont se comporter à chaque fois de la même manière. Ce qui est plutôt logique parce que on a une symétrie entre Z et Y. Donc voilà les orbitales qu'on avait, et celle-là, elle ressemblait à ceci. Et du coup on va les faire interagir avec les orbitales du carbone, que je vais mettre un peu à côté. Donc encore une fois on a l'énergie en électronvolts. Et du coup les orbitales du carbone, où est-ce qu'elles se situent en termes d'énergie? Bah du coup en fait on sait que la 2s et la 2p vont être beaucoup plus hautes en énergie que les orbitales de l'oxygène, parce que du coup on a un atome qui est moins électronégatif. Et on se rappelle que puisque c'est O2 allongé qu'on a ici, les différentes orbitales qu'on a sont en fait extrêmement proches en énergie. Donc encore une fois ici je fais un truc qui n'est pas à l'échelle. En fait ça c'est hyper compact et c'est globalement très proche des niveaux d'énergie de base de mon oxygène, donc de mes 2P de l'oxygène. Du coup la 2S est légèrement inférieure il me semble, donc on va avoir une 2S qui sera légèrement inférieure à cette sigma liante ici. Et ensuite les P du coup du carbone seront en fait plus hautes. Et du coup ici je vais avoir les 3P du carbone. Et celle-là. Tac. Donc du coup, je vais probablement devoir effacer ce qui est en haut parce que du coup, on voit que j'ai des orbitales antiliantes qui vont se retrouver tout en haut. Donc je vais effacer ça. Mais globalement, on a déjà du coup à peu près en termes de positionnement énergétique, ces orbitales-là. Ok. Et du coup, bah maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'on fasse interagir ces orbitales-là avec ces orbitales-là. Alors du coup, on peut raisonner de plusieurs manières. Déjà, il faut évidemment vérifier que le critère énergétique et le critère de recouvrement sont vérifiés. Et ensuite, il y a plusieurs approches. L'approche de symétrie, c'est une approche qui est intéressante. Donc en fait, ça revient à établir un tableau. Et pour chaque orbitale, on regarde si l'orbitale est symétrique par rapport à tel axe, par rapport à tel plan, par rapport à telle rotation. Et du coup, on essaie comme ça de discréditer. Et en fait, on va former des paires d'orbitales, parfois pas de paires, mais simplement des singulés. Et du coup, en gros, les orbitales qui ont la même symétrie vont pouvoir interagir entre elles. Donc ça, c'est la première méthode. Qui est honnêtement longue, et du coup, bah, bon, moi j'aime pas trop cette méthode, parce qu'en fait je trouve qu'elle est très longue, elle est pas forcément si précise que ça, parce qu'il y a beaucoup de chances de se tromper avec les symétries, et en établissant tout le tableau, et du coup je trouve que c'est beaucoup mieux de simplement regarder à la tête, un petit peu, quelles orbitales va interagir avec quelle orbitale, parce qu'en fait je trouve que très souvent ça se voit, quelle orbitale va interagir avec laquelle. Je m'explique. Cette orbitale pi par exemple, ça semble assez logique qu'elle puisse interagir avec cette orbitale pi ici. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement on a une orbitale pi de O2 allongée qui est comme ceci, et si du coup je dessine mon orbital pi du carbone, enfin mon orbital 2p y du carbone, bah avec très clairement des recouvrements qui sont parfaits quoi. Genre, je veux dire, ça c'est en phase, ça c'est en phase, ça c'est en phase, ça c'est en phase. Là j'ai un recouvrement qui est fantastique. Et si je le fais dans l'autre sens, c'est que je suis antiliante. Là encore une fois, j'ai un recouvrement qui est fantastique aussi parce qu'il est très antiliant. Donc on voit clairement cette orbitale là va réagir avec cette orbitale là. Donc évidemment, on peut faire des tableaux de symétrie, on va trouver exactement ce même résultat, sauf que du coup pour moi on n'a pas besoin de faire un tableau de symétrie pour voir que celle-là s'intercale parfaitement au milieu de ces deux-là. De la même manière, cette pi-là va s'intercaler parfaitement au milieu de cette pi-là, les sigmas vont réagir entre elles, etc. On va voir tout ça. Et pour moi du coup la symétrie, ça peut éventuellement être un argument de secours qu'on peut utiliser quand on a parfois un doute sur est-ce que cette orbitale réagit vraiment avec cette orbitale-là. Dans ce cas, la symétrie peut être un argument déterminant et utile. Mais dans la plupart des cas, ça se voit, et comme ça se voit clairement, faire de la symétrie, c'est juste une probabilité de se tromper en faisant mal son tableau de symétrie. Donc je trouve ça pas utile. Et enfin, un truc que j'avais pas forcément dit sur l'oxygène, on va essayer de raisonner pour pas oublier d'orbital, en faisant attention à ce que chaque orbitale soit interagisse bien avec une autre, soit reste de manière non liante. Et du coup, pour vérifier qu'on a bien tout ça, du coup on peut simplement se rappeler que dans la théorie LCOA, comme les orbitales moléculaires résultent d'interactions entre orbitales atomiques, le nombre d'orbitales atomiques qu'on a à la base est censé être égal au nombre d'orbitales moléculaires qu'on aura à la fin. Ici on a 8 orbitales moléculaires, 4 orbitales atomiques, on attend donc 8 orbitales moléculaires de CO2. On en attend 8.
Donc on pourra vérifier petit à petit que si on n'en a pas... pardon, on attend 12. Qu'est-ce que je dis? 8 plus 4, ça fait 12. On en attend 12. Et donc on pourra vérifier à la fin que si on n'a pas 12 orbitales moléculaires de CO2, bah c'est qu'on en a oublié quelque part et qu'on oublie des interactions. 8 plus 4, 12. Donc dans un premier temps, on va essayer de s'occuper, donc moi j'aime bien commencer, quand c'est comme ça, un truc un peu large, assez gros, et où on voit pas directement quel truc va interagir avec quel truc, genre c'est pas trivial quoi. Bah, du coup j'aime bien m'organiser un petit peu, et on va commencer par, du coup, regarder ces deux orbitales là. Et pourquoi on va regarder ces deux là? Parce qu'en fait ces deux là, on sait qu'elles sont trop basses en énergie, pour interagir avec n'importe quel autre. Ici on a bien une rupture d'échelle, elles sont autour de moins 40 eV, celle-là elle est autour de moins 20 il me semble, voire plus haute, donc clairement on n'aura rien qui va interagir, parce que du coup le critère énergétique de 12 electronvolts est largement dépassé. Donc ces deux-là vont rester des orbitales qui vont être respectivement liantes, antiliantes. Donc tout ça en fait va faire un doublé non liant, enfin deux doublés non liants même. On verra juste après pourquoi. Et du coup ces orbitales-là donc sont dégénérées et n'interagissent pas. On a respectivement du coup une orbitale ici liante, une orbitale ici antiliante. Et du coup quand on va remplir ces deux orbitales-là, on va créer une liaison puis casser une liaison. Donc du coup au final j'ai fait aucune liaison, c'est ce que j'ai rajouté 4 électrons. Et du coup pour mettre 4 électrons sans faire de liaison, c'est qu'on a mis deux doublés non liants. Donc ça va faire les doublés non liants. Ensuite, moi j'aime bien commencer à regarder comment les orbitales pi interagissent. Pourquoi? Parce que les orbitales pi ça se voit vraiment, et pour moi c'est beaucoup plus facile de voir comment les pi interagissent que comment les sigma interagissent. Parce que souvent les sigma on peut avoir des trucs un peu chelous, genre des interactions à 3, 4 orbitales. Les pi on n'aura jamais ce problème, donc voilà. Du coup on l'a déjà vu un peu tout à l'heure, mais on voit que du coup cette pi là, donc la 2py, va interagir avec ici la pi, respectivement pi y, et du coup va créer une orbitale en fait qui ressemble à ça, que j'ai déjà dessiné tout à l'heure, qui est clairement liante, avec du coup son analogue anti-liant que j'ai dessiné aussi tout à l'heure. Et du coup ici on va avoir des recouvrements qui sont clairement liants, et du coup on va avoir une interaction donc, entre cette orbitale là et cette orbitale là, et du coup l'autre pi et cette pi là. On va donc avoir effectivement tac tac, deux orbitales liantes, et du coup également deux orbitales anti-liantes que je vais dessiner juste ici. Du coup il faudrait que je fasse un peu plus haute en fait que mes orbitales P, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'allais effacer les trucs qui étaient là-haut, puisque je vais avoir besoin de dessiner des orbitales antiliantes, et donc je vais avoir besoin d'en dessiner plusieurs. Hop. D'ailleurs, on a bien que du coup on a bien une interaction entre deux orbitales, et du coup on obtient à chaque fois une orbitale liante, une orbitale antiliante, donc c'est plutôt cohérent. Je vais les dessiner là par exemple. Voilà. Donc respectivement pi et pi étoile. Ensuite, on voit que du coup donc, ces deux-là on s'en est occupé, on les a déjà fait interagir. Là on a fait interagir 2p. Du coup au final, quelles orbitales est-ce qu'on n'a pas encore fait interagir? Ici la 2px, ici la 2s, ici cette orbitale-là, et les deux ici. On peut se demander, est-ce que ces deux-là peuvent réellement interagir avec une des deux orbitales? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un recouvrement possible? On sait qu'en termes d'écart énergétique, on est bon, donc maintenant, il faut regarder les recouvrements. Bah déjà, on voit qu'en fait, ces deux orbitales-là, elles sont orthogonales. C'est-à-dire que j'ai une orbitale qui va ressembler à ça. Si j'intercale une petite boule au milieu, dans tous les cas, je vais avoir un recouvrement nul. Parce que si, peu importe la couleur de ma boule, le recouvrement positif que j'aurai là va s'annuler avec le recouvrement qui est là, et le recouvrement positif que j'aurai là va s'annuler avec le recouvrement qui est là. Du coup, dans tous les cas, on voit qu'ici, on a des orbitales qui ne sont pas symétriques, en fait, qui ont clairement du coup qui sont pas compatibles en termes de symétrie. Ça, du coup, ça va se traduire, parce que si je prends le plan, qui est comme ceci, bah, mon orbitale 2s, elle sera symétrique, alors que l'autre orbitale P, elle sera antisymétrique. Du coup, dans tous les cas, j'ai des recouvrements qui sont nuls ici. Et du coup, en fait, on voit qu'on a exactement la même chose si on prend cette orbitale-là, qui sera du coup la 2px. Et du coup, on voit que en fait, ces deux orbitales, ici, ne vont pas interagir avec les orbitales du carbone, parce qu'il n'y a pas de symétrie qui permet une bonne interaction. Et du coup, elles vont se retrouver dégénérées, et on va avoir deux pi, qui sont du coup des orbitales, a priori, plutôt non liantes que antiliantes, puisque du coup, on se rappelle que nos deux oxygènes sont très éloignés, et que du coup, en réalité, mes orbitales, elles ressemblent plutôt à ça. Et du coup, même si techniquement elles sont en opposition de phase, et que du coup j'ai bel et bien un léger recouvrement antiliant, dans les faits c'est tellement loin qu'en fait j'aurai un recouvrement qui sera considéré comme étant non liant ici. Hop. Donc là maintenant, on peut regarder de quelles orbitales est-ce qu'on s'est occupé, de quelles orbitales est-ce qu'il nous reste déjà à s'occuper. Donc déjà on peut voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il nous reste encore 4 orbitales, donc il faut qu'on s'occupe. Et en effet on s'est pas occupé de la 2s, on s'est pas occupé de la 2px, on s'est pas occupé de celle-là qui était très antiliante, on s'est pas occupé de celle-là qui était très liante. Du coup maintenant on peut facilement voir que cette orbitale, du coup la 2s, va pouvoir interagir avec celle-là, et que celle-là va pouvoir interagir avec celle-là. Du coup comment est-ce qu'on peut le voir? Encore une fois, on peut faire plein de symétries et se convaincre. Sinon c'est assez immédiat. On peut remarquer que celle-là peut parfaitement s'intercaler à cet endroit-là, parce que du coup ça veut dire que je vais obtenir des orbitales qui vont ressembler à ceci. Et que je vais avoir très clairement un recouvrement ici liant, à la fois ici, à la fois ici, ou à l'inverse c'est jamais blanche, un recouvrement qui sera très clairement anti-liant. De la même manière, si je reprends mon deuxième orbital P, j'avais un truc qui ressemblait à ceci, parce que j'avais des oppositions de phase.
Et du coup, je me rends compte que si j'intercale mon orbital 2p x ici, qui a naturellement un lobe noir, un lobe blanc, je vois que je vais avoir un recouvrement très clairement liant ici, très clairement liant ici. Du coup, je vais avoir encore une fois une interaction qui, du coup, peut à la fois être favorisée et défavorisée. Et dans tous les cas, je vais avoir une interaction, puisque du coup, je vois qu'il est possible à l'œil nu de recouvrir clairement ces orbitales, donc à la fois le 2px et cette orbitale-là, et la 2s ici et cette orbitale-là. Donc on va dire sigma, sigma étoile. Sigma O2 étoile et sigma O2 normal. Du coup, je vois que ces deux orbitales-là peuvent clairement du coup, recouvrir 2 à 2. Éventuellement, on pourrait se demander si on pourrait pas avoir un recouvrement plus gros, mais du coup, non, ce sera pas possible, parce que du coup, ici, on voit qu'à cause en fait de l'antisymétrie du coup, de cette orbitale sur ce plan-là, donc elle va être le plan YZ, du coup, cette orbitale-là pourra pas interagir avec elle. Et du coup, c'est aussi logique sans regarder les symétries, parce que du coup, l'interaction positive que j'aurai avec le lobe blanc à gauche sera négative avec le lobe noir à droite. Et comme on a une symétrie de la molécule autour de l'axe Y, enfin en fait même selon le plan YZ, donc YZ on se rappelle que c'est ce plan-là, du coup on voit qu'on aura une interaction qui sera nulle en termes de recouvrement. De la même manière pour la 2P ici et ces orbitales-là, l'interaction positive que j'aurai avec le noir à gauche, je l'aurai négative avec le blanc à droite, donc encore une fois pas d'interaction. Donc dans tous les cas, ces deux orbitales-là vont créer une orbitale liante, donc comme ceci. Elles vont créer une antiliante, et de même pour celle-là, pour ces deux orbitales-là, qui vont créer du coup une orbitale liante ici par exemple, et une orbitale antiliante là. Donc évidemment, là je vois que j'ai mis à peu près du coup à l'œil, enfin je vois que j'ai mis genre sans forcément trop de précision, enfin sans trop de précision. En fait on va dire qu'en gros j'ai pu placer de manière qualitative le niveau de mes orbitales, sans forcément savoir exactement quelle orbitale allait où en termes d'énergie. Du coup c'est ce qu'on va discuter maintenant, c'est donc la prochaine étape. On va essayer de discuter un petit peu quelles orbitales va se trouver à quel niveau, et on va essayer du coup de pouvoir avoir comme ça les réelles orbitales du dioxyde de carbone. Donc déjà on voit que celle-là est du coup globalement non liante, donc elles sont toutes en bas, celle-là on est calé. Ensuite on voit que ces quatre orbitales-là sont liantes. Je vais peut-être la présenter juste à gauche en fait. Attendez, je vais effacer tout ça. Donc déjà on se rappelle qu'on a deux orbitales, 4 orbitales, donc 2 sigma, 2 pi. Ici 2 pi qui seront non liants, ici on a évidemment 2 pi, 2 sigma. Et on va essayer de discuter qualitativement de où peuvent se situer les pi, où peuvent se situer les sigma. Ensuite on pourra réfléchir vis-à-vis des approximations du théorème de Fukui, pour voir si on avait bien quelque chose qui est cohérent, comme ça a priori, sans pouvoir vérifier avec autre chose, genre orbimol ou des trucs comme ça. Du coup, sans vérification comme ça d'orbimol, on va essayer de discuter si on avait bien quelque chose de cohérent. D'ailleurs, j'ai pas compté, mais on avait aussi bien 12 orbitales. Donc comme on avait bien 12 orbitales moléculaires, c'est qu'on n'a pas oublié de traiter ni une orbitale d'O2, ni une orbitale du carbone. Donc on est très content. On avait 12 orbitales atomiques à la base, enfin 8 orbitales moléculaires, 4 orbitales atomiques. Et à la fin, on obtient justement 12 orbitales moléculaires. Donc on est très content. Ok, donc ça récapitule. On avait deux orbitales en bas, qui ressemblaient respectivement à ceci, donc que je vais mettre un peu plus éloigné, et ceci. Ensuite, on avait une rupture d'échelle. On avait donc une orbitale sigma, qui du coup ressemblait à ceci. On avait ensuite encore une orbitale sigma ou une orbitale pi, on ne sait pas trop. Enfin, en fait, on va dire que le niveau de ces 4 orbitales-là, on ne sait pas trop où est-ce qu'elles se situent, on sait juste que ces 4 orbitales sont à cet endroit-là. Maintenant, on ne sait pas si la pi est tout en bas, puis les deux sigma, une sigma, les deux pi, une autre sigma, ça on ne sait pas trop. Donc on avait, par exemple, du coup, je vais mettre les deux pi, donc avec cette pi là, et puis cette pi là. Ensuite, on avait encore une sigma qui pouvait donc ressembler à ceci. Ensuite, on avait deux pi qui étaient du coup globalement non liantes parce qu'elles étaient très éloignées l'une des autres. Donc encore une fois, je représente qu'une des deux pi, mais voilà, vous avez l'autre. Et après, du coup, on avait des antiliantes qui étaient du coup effectivement les antiliantes de ces 4 orbitales-là. Donc du coup, on allait avoir une sigma étoile, deux pi étoiles et une sigma étoile. Et encore une fois, on va pouvoir discuter du sens de ces, enfin, du coup, de l'ordre, on va dire, de ces interactions. Ici, évidemment, on a de l'énergie en électronvolts. Donc déjà, ces deux-là, elles sont forcément tout en bas, on est d'accord. Ensuite, les non liantes, elles sont forcément avant enfin, plus basses que les antiliantes et plus hautes que les liantes, on est d'accord. Donc celle-là, on a du non liant. Non liant, là c'est liant, là c'est globalement non liant, et là c'est antiliant. Hop. Maintenant, comment discuter de tout ça? En fait, pour discuter, on va essayer simplement, comme on a vu que globalement, chaque orbitale P avait globalement le même niveau d'énergie, on va en fait simplement discuter de à quel point est-ce que le recouvrement est important ou pas. Et plus le recouvrement sera important, plus on aura une orbitale qui sera basse en énergie. Donc c'est comme ça qu'on va réaliser. Donc déjà, on peut voir qu'en fait on va avoir, enfin on peut sentir
que ici le recouvrement va être assez important, puisque du coup on a un recouvrement sigma, qui est du coup globalement plus important que le recouvrement pi. Et là en fait on voit qu'on peut avoir du coup un recouvrement. Enfin on voit. Moi je le sens un peu, après c'est peut-être un peu de l'intuition. Et là-dessus de toute manière on raisonne un peu à l'intuition. Dans le sens qu'on peut pas, sans Zorbimol ou sans Orca, un truc comme ça, avoir une réponse définitive. Et du coup là on peut sentir qu'on va avoir un recouvrement très important. Parce qu'on aura un gros lobe qui sera du coup assez proche du coup de la 2S du carbone, qui va interagir avec de manière très positive en fait avec les 2P de l'oxygène, puisque du coup les 2P de l'oxygène sont en fait assez proches de la 2S du carbone. Genre là j'aurai l'oxygène, là j'aurai le carbone. Et du coup puisque ça c'est assez proche en énergie, en tout cas plus proche, on va dire en tout cas que les 2P 2S sont plus proches en énergie que les 2P 2P, bah du coup ça veut dire qu'on va avoir une interaction globalement plus liante, et du coup on peut deviner qu'on va avoir celle-là qui sera tout en bas. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on a les 2P, du coup, est-ce qu'on a les pi ou est-ce qu'on a la dernière orbitale sigma. Du coup, ça c'est compliqué, et en fait, a priori, on va dire que ça change pas grand chose en termes de diagramme, puisque dans tous les cas, toutes ces orbitales là seront remplies, et on va remplir des orbitales au-dessus. Donc, dans tous les cas, aucune de ces deux orbitales là ne sera l'orbitale frontalière, et donc c'est pas très grave si on les inverse. Mais du coup, je vous le dis, la bonne réponse c'est celle-ci. Et du coup, la bonne réponse c'est celle-ci. Donc, on a d'abord les pi, puis la deuxième sigma. Et éventuellement, on peut se douter de ça, parce qu'on voit qu'on a ici un peu plus de plans nodaux que dans cette molécule-là. Donc, les plans nodaux, vous savez, c'est les plans qui séparent les phases, on va dire plans d'antisymétrie. Là, on voit qu'on a un seul plan nodal, qui est du coup celui-là. Alors que là, on voit qu'on en a un peu plus, parce que genre, on va pouvoir avoir un plan nodal ici et un plan nodal là. Puisqu'en fait, en tout, on va avoir en fait un lobe blanc, un gros lobe noir, un gros lobe blanc, puis un petit lobe noir. Et du coup, ici, on voit qu'on a plusieurs plans nodaux. En fait, on en a 3. Là, on en a qu'un seul, puisqu'on a un gros lobe noir, puis un gros lobe blanc. Et du coup, ici, on a un seul plan nodal. Là, on en a 3. Donc, on peut se douter que celle-là, elle est un peu plus déstabilisée que la pi ici. Ici, on a également deux plans nodaux. Mais du coup, comme on a vu qu'on avait un recouvrement qui était plus favorisé en énergie, on peut se douter que le fait qu'on ait en fait, des énergies très proches sur les orbitales de base, ça va beaucoup plus stabiliser le truc. Enfin, en fait, je veux dire, du coup, l'argument sera plus important que le fait qu'on ait un peu plus de plans nodal. Donc on peut se douter qu'on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hop. Enfin après du coup forcément on a les non-liants, parce que du coup on a bien vu que toutes ces orbitales là étaient des orbitales liantes. Du coup après on aura forcément nos orbitales non liantes, donc qui sont du coup les pistes non liantes. Et ensuite après du coup on a encore des petites questions vis-à-vis de quelles orbitales et où, donc au niveau des antiliantes. Du coup ici j'ai représenté d'abord mes 2 pi puis mes 2 sigma, et on pourra discuter de quel sigma se situe où. Et du coup, comment est-ce que j'en reviens à cette conclusion-là? Déjà, on va s'intéresser aux 2 sigma. Quel sigma est plus haut en énergie que l'autre? On a une sigma qui va ressembler à ceci. Donc ça encore une fois, c'est pas très grave de s'intéresser. En fait, là, le seul truc qui est vraiment intéressant, c'est de se demander quelle sera, parmi toutes les orbitales antiliantes, la plus basse en énergie. Parce qu'en fait, du coup, je l'ai pas encore fait, mais on peut observer qu'on a, dans la molécule de CO2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois de 16 électrons. Donc on va remplir en tout 8 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, on va remplir, je représente pas tous les électrons, mais jusqu'aux orbitales non liantes. Et du coup, on voit que les trucs qui sont vraiment intéressants, c'est déjà de voir qu'on a en tout 2 non liantes, 4 liantes, 2 non liantes. Donc 4 liaisons plus 4 doublés non liants. Et c'est vraiment ce qu'on observe ici, 4 liaisons, 4 doublés non liants. Donc déjà, la théorie ici orbitalaire est en accord avec la formule de Lewis. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante à regarder, du coup, c'est au niveau des orbitales frontalières, et de vérifier que la haute occupée va bien avoir une nucléophilie développée sur les oxygènes. Et on voit que c'est vraiment le cas, parce que du coup, on voit qu'on a clairement des orbitales qui sont uniquement même développées sur les oxygènes. On n'a rien sur le carbone. Donc au niveau des hautes occupées, on est OK. Et après, du coup, au niveau de la base vacante, il faut vérifier qu'elle est bien compatible avec l'électrophilie de la molécule de CO2. On sait que le site électrophile sur la molécule de CO2, c'est le carbone. Et donc, il faut vérifier que les orbitales ici antiliantes, on va dire la base vacante, a bien un lobe développé sur le carbone. Et après, du coup, l'ordre des autres orbitales, on s'en fout un peu parce que de toute façon, elles ne sont pas remplies. De la même manière que du coup les ordres ici, en vrai on s'en fout un peu parce que de toute manière elles sont remplies et c'est pas les auto-occupées. Mais bref. Du coup on peut regarder un petit peu. Déjà on peut voir que sur cette orbitale là, qui sera donc antiliante, donc comme ceci, on va avoir énormément de plans nodaux. On a un plan nodaux, 2 plans nodaux, 3 plans nodaux, 4 plans nodaux, 5 plans nodaux. On a beaucoup. Et du coup tout ça on peut se douter que ça va être extrêmement déstabilisé et que ça va être la plus haute en énergie. C'est pour ça que j'ai mis une sigma ici. On va avoir beaucoup de plans nodales. En plus de ça, du coup on peut voir que cette molécule-là, elle résulte du coup de l'interaction entre l'A2P de l'oxygène et l'A2P du coup du carbone. Hop, là on a la 2S. Et du coup on voit qu'on va avoir globalement l'interaction qui sera la plus déstabilisée, parce que le lobe du carbone sera le plus gros ici. On va dire que, comme on a des orbitales qui sont ici hautes en énergie, du coup on voit qu'en fait la contribution des orbitales 2P du carbone sera plus importante que la contribution de l'orbital 2S.
Du coup, en fait, on aura ici un lobe qui sera un petit peu plus développé. Donc, bon, j'exagère le trait, mais vous voyez l'idée. Et du coup, on va avoir des recouvrements qui seront d'autant plus antiliants. Parce que du coup, comme l'orbital sera plus proche en énergie que l'orbital initial du carbone, bah, du coup, on aura une orbitale qui sera beaucoup plus grosse. Et du coup, on aura des recouvrements qui seront beaucoup plus gros. Donc ici, on peut se douter qu'on va avoir tout en haut cette orbitale-là, qui est maxi antiliante. Du coup, juste en dessous, la question c'est est-ce qu'on met les pi ou est-ce qu'on met la sigma. Du coup, on va remettre la sigma, et du coup, on va essayer de justifier ça. Si on met la pi, on va avoir cette orbitale là. Si on met la sigma, on va avoir cette orbitale ici. On va mettre les pi. Ici, déjà, on peut voir qu'encore une fois, on va avoir beaucoup de plans nodales. 1, 2, 3, 4 plans nodales. Si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, exactement 4 plans nodales. Ici, on va en avoir 1, 2, 3. Donc un peu moins de plans nodales. Donc un ici, un là, et un là. Donc un peu moins. Donc déjà, on peut se douter que ça va être un petit peu moins déstabilisé. Et après, en plus de ça, on sait que celle-là, elle sera moins grande. Enfin, on sait que le recouvrement sigma est globalement plus fort que le recouvrement pi. Et du coup, on peut se douter que comme le recouvrement sigma est plus fort, on va avoir simplement cette orbitale-là qui sera à la fois plus stabilisée et à la fois plus déstabilisée. Et on a bien vu qu'ici, elle était plus stabilisée. Et du coup, on peut se douter qu'elle sera aussi plus déstabilisée. Donc on est d'accord que ça marche juste pas pour cette orbitale-là, puisque du coup, on voit que celle-là, elle est plus petite, enfin, elle est plus faible en énergie que... Enfin, en gros, je veux dire, on a vu que plus un recouvrement est liant, plus le recouvrement anti-liant sera fort aussi. Et du coup, plus l'interaction est stabilisante, plus l'interaction déstabilisante sera déstabilisante. Donc du coup, ça fait que, a priori, un peu comme vous savez, on avait dans Rho2, on a une sorte de sandwich. Du coup, on aura genre la sigma étoile, les pi étoiles, les pi, la sigma. Vous voyez, on a quelque chose qui est... Enfin, plus je suis stabilisé, plus je suis déstabilisé. On a quelque chose qui est après symétrique. Là, du coup, c'est pas forcément le cas pour toutes les orbitales, mais c'est globalement une structure qu'on retrouve. On peut voir que du coup, au niveau de nos pi, la sigma ici est plus stabilisée que les pi, et du coup, elle sera plus déstabilisée que les pi. Donc on retrouve la structure en sandwich avec sigma pi, sigma. Et c'est juste une structure qu'on ne retrouve pas pour ces pi là, enfin du coup pour ces sigma là et ces pi là. Hop. Parce que du coup, on voit que ici, en fait, on aura tellement de plans nodales sur cette orbitale-là, que même si elle est liante, du coup, elle sera quand même moins stabilisée que l'orbitale pi, qu'on a beaucoup moins. Et du coup, c'est aussi une structure qu'on est censé retrouver. Donc normalement, sigma, les pi, la sigma. C'est que comme ça, on a trop de plans nodales, elle remonte un petit peu en énergie. Et du coup, on arrive avec tous ces arguments à le fait qu'on ait du coup cette molécule-là, enfin en tout cas ce niveau d'énergie-là, donc que je vais représenter, et qui est du coup en accord avec la théorie des orbitales de Fukui, en tout cas le théorème de Fukui, parce que du coup notre base vacante elle va ressembler à ceci. Et du coup la même, mais de l'autre côté avec l'orbital pi selon z. Et donc là j'ai représenté la 2pi y étoile on va dire. Et du coup on voit que cette orbitale là, elle a clairement un lobe qui est plus développé sur le carbone. Ce qui est logique puisque comme elle est antiliante, elle est haute en énergie. Donc le lobe le plus développé, il provient de l'orbitale qui était elle-même la plus haute en énergie. Et on sait que les 2p du carbone sont plus hautes en énergie que les 2p de l'oxygène. Et on a vu que les 2p de O2 LG étaient à peu près équivalentes en énergie aux 2p de l'oxygène, puisque du coup le recouvrement était faible. Du coup, on voit qu'on a clairement le lobe du carbone qui est le plus important. Et du coup, on sait que le site électrophile, en fait, sur l'orbital, tout simplement, de CO2, on sait que le site électrophile, il est clairement sur le carbone. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve ici, par la théorie des orbitales, avec un site électrophile qui est majoritairement sur, du coup, le carbone, qui est du coup le lobe le plus développé sur la base vacante. Quand vous faites attaquer les arcs de magnésium, c'est là que ça attaque. Et donc, du coup, on se retrouve, en fait, a priori, avec plutôt cette configuration d'orbital, avec du coup ici mes 2 pi. Et du coup ici ma sigma, étoile, qui va ressembler du coup à ceci. Avec ici en fait un lobe petit sur le carbone. Hop, donc je vais représenter plus petit. Puisque du coup on est plus loin en énergie bien du carbone de base. Et du coup on voit aussi ici qu'on a un recouvrement qui est moins antiliant. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est plus bas que celle-là. Parce que ici on voit que comme on est plus loin en énergie de la DSS du carbone, du coup la contribution on va dire, de l'orbital du carbone sera beaucoup plus petite que la contribution des 2p de l'oxygène. Donc on a un tout petit lobe sur le carbone. Voilà. Ok, et du coup, avec ça, en fait, on se rend compte qu'on a terminé de construire les orbitales du CO2. On a bien, déjà, en fait, on a beaucoup de choses qui sont cohérentes, donc on peut se douter qu'on a quelque chose qui est plutôt pas mal, dans le sens où on a à la fois bel et bien le bon nombre de liaisons, donc le bon indice de liaison, parce qu'on a 4 orbitales liantes remplies. On a bien 4 orbitales non liantes qui sont remplies aussi, donc on va, enfin, plutôt une liante, une anti-liante, donc ça va faire 2 doublés non liants, et 2 non liantes, donc on aura 4 doublés non liants en tout, c'est bien ce qu'on observe. On peut observer que du coup, on a bien rempli toutes les liantes, les non liantes, et qu'on s'est arrêté aux antiliantes. Donc c'est un truc qu'on retrouve vraiment souvent, et du coup c'est plutôt logique que dans la matière, on remplisse tout ce qui est liant, et on s'arrête à tout ce qui est antiliant, c'est plutôt logique. On voit qu'on a bien des orbitales qui conservent aussi la symétrie de la molécule, puisqu'à chaque fois, les deux oxygènes jouent des rôles parfaitement équivalents dans toutes les orbitales, ce qu'on peut noter partout, donc c'est quelque chose qui est important de voir.
On peut voir que au niveau de la théorie de Fukui, donc concernant les orbitales hautes-occupées et basses vacantes, la haute-occupée a des rôles majoritairement développés sur les oxygènes et traduisent bien le caractère nucléophile des oxygènes, tandis que la basse vacante a un rôle majoritairement développé sur le carbone et traduit bien le rôle électrophile du carbone. Enfin, on a vu que on a utilisé du coup les plans Dodo pour du coup pouvoir à peu près décrire de manière qualitative si les orbitales étaient plutôt hautes ou basses en énergie. Donc globalement, on sait que les recouvrements sigma sont plus stabilisants que les recouvrements pi, ce qu'on retrouve ici. À l'exception ici de cette orbitale-là, qui a beaucoup trop de plans nodal pour avoir, enfin, du coup beaucoup trop de plans nodaux pour être trop stabilisé. Et du coup ici, encore une fois, on raisonne avec la stabilisation sigma qui est plus forte, donc la déstabilisation sigma qui est plus forte aussi, d'où le fait qu'on retrouve d'abord les pi, puis les sigma. Et enfin, on raisonne à la fois sur les plans nodaux et sur les niveaux d'énergie, pour voir que celle-là a à la fois plus de plans nodal et à la fois des orbitales atomiques qui étaient de base plus hautes en énergie, pour se douter que du coup cette sigma-là, du coup sera globalement plus haute en énergie que celle-là, qui a des recouvrements moins forts et moins de plans nodaux. Voilà, donc ça conclut la construction du diagramme de CO2. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. De votre côté, du coup, n'hésitez pas à essayer de le refaire, voir si vous avez bien compris, à éventuellement utiliser des symétries si vous n'êtes pas sûr. Moi, je l'ai pas trop utilisé là, mais j'essaie de préciser un peu parfois. Mais du coup, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment utile. Et du coup, de manière générale, comme les orbitales, je trouve que c'est un truc qui est un peu complexe, et qui est souvent un peu genre de l'intuition et du pif et de l'habitude. N'hésitez pas à faire beaucoup d'orbitales, parce que je trouve que la maîtrise, elle vient vraiment en faisant beaucoup, parce que du coup, vous finissez par avoir un peu un feeling sur comment ça va stabiliser, machin. Et du coup, de manière générale, et peut-être encore plus sur cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur peut-être comment j'ai pu justifier tel ou tel truc, parce que comme les justifications du coup peuvent parfois être un peu fines, et un peu, parfois c'est pas du pif, mais c'est vraiment, j'ai un argument pro ça, j'ai un argument anti ça, mais mon nez me dit que l'argument pro ça sera plus important, et du coup je vais mettre mon orbitale plus basse ou plus haute. Si vous avez besoin de justifications supplémentaires en commentaire, n'hésitez pas à m'en demander, parce que je pense que ça peut être utile. Voilà. Du coup, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne de maths que je vous mets en description, ça vous intéressera. Et sur ce, moi du coup, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Et je vous souhaite, en attendant la prochaine vidéo, une très bonne journée, une très bonne vie. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup.